Bienvenue dans ce nouvel épisode du PFI Podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet parfois complexe mais qui nous intéresse tous, la nutrition. Ouais, que ce soit pour performer, récupérer ou perdre du gras ou même être bien dans sa santé, dans sa vie de tous les jours, c'est quand même un rôle énorme l'alimentation. Du coup, on a invité quelqu'un qui a un regard un peu plus professionnel que moi pour pouvoir en discuter avec toi justement. Du coup, Maud qui est avec nous, quelqu'un qu'on apprécie vachement. Voilà, aujourd'hui, on a invité Maud qui est donc diététicienne, qui était avec moi au BTS. Donc, on a fait notre formation ensemble. Et on voulait l'inviter pour qu'elle réponde un peu à nos questions vastes autour de la nutrition du sport. Maud, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bien sûr. Du coup, je suis Maude, j'ai 28 ans. Je suis diététicienne nutritionniste, donc je suis diplômée depuis octobre 2023. Voilà, j'ai passé mon BTS sur Perpignan. Il y a un peu plusieurs façons pour être diététicien. On peut passer soit par un BUT, soit par, un BTS ou même un bachelor. Donc moi, j'ai décidé de prendre la voie plutôt du BTS. Donc voilà, ça fait à peu près 2 ans que je suis diplômée. J'ai décidé du coup de travailler en libéral, où j'ai 2 cabinets sur Narbonne et je travaille également aussi en mi-temps sur l'hôpital de Narbonne, plutôt dans la consultation de l'obésité, surpoids et du pré et post-opératoire de la chirurgie bariatrique. Ok. Est-ce que t'as toujours voulu faire ce métier ou est-ce que ça a été un déclic plus tard? Alors non, j'ai pas toujours voulu faire ce métier. Alors j'ai fait plusieurs choses avant. J'ai bougé sur plusieurs villes, notamment Montpellier, Toulouse, où j'ai travaillé un peu, dans les ambulances, auprès des enfants, dans les écoles et tout ça. Donc ça a toujours été, j'ai toujours été, quelqu'un d'altruiste, donc toujours tournée vers l'autre et dans voilà, dans l'aide, l'accompagnement et je me suis moi-même, appliqué certaines choses au niveau de l'hygiène de vie au sens large du terme Ouais. et c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Tiens, beh, pourquoi pas pousser un peu plus et rentrer dans quelque chose de plus concret sur l'alimentation et l'hygiène de vie au sens large» et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre mes études et donc du coup de passer ce BTS. Ok. Ok, du coup, par exemple, toi, tu bosses plus en structure ou vraiment toi à ton compte de ton côté actuellement? Alors, j'ai la chance et eu la possibilité, dès que j'ai fini mon BTS, de pouvoir faire les 2. Voilà, j'ai ma maman qui est psychologue, donc du coup, on a un cabinet toutes les 2. Et j'ai un autre cabinet sur Narbonne aussi avec une médecin, il y a des kinés et il y a aussi une infirmière. Donc toujours dans la pluridisciplinarité. C'est ce qui fait que le métier est vachement plus, complet et que le patient se sent vraiment inclus dans sa prise en charge parce qu'il y a vraiment tous les professionnels de santé à côté. Et donc voilà, j'ai ce côté vraiment libéral et j'ai aussi ce côté où je travaille à l'hôpital, pareil en pluripro et là où on accompagne vraiment les personnes sur, le préopératoire, pendant l'opération et le post-opératoire, sur tout ce qui est la chirurgie et tout ce que ça peut, apporter par la suite. Ok. D'accord. Et du coup, tu as des spécialités un peu? Est-ce que tu as travaillé avec différentes sortes de patients ou plutôt toujours avec des pathos, plutôt des sportifs, des... Alors, moi, j'ai 2 formations. J'ai la formation ETP qui s'appelle, éducation thérapeutique du patient, où c'est tout ce qui est une prise en charge holistique du patient, où on peut faire également des ateliers sur de la prévention et cetera et j'ai une autre formation qui est, l'obésité surpoids pédiatrique, donc de 0 à 18 ans. Voilà, c'est toute une approche, pareil sur l'alimentation du plus jeune âge jusqu'à la fin de l'adolescence. J'ai également travaillé dans une salle de sport pendant à peu près, 6 mois, sur Narbonne où j'ai accompagné, beh, voilà, des sportifs, et cetera et ça m'a quand même apporté, voilà, quelque chose de plus sur mes compétences. Maintenant, non, à l'heure actuelle, là, je travaille pas forcément auprès de sportifs. J'en ai quelques-uns qui viennent au cabinet, Mhm. mais après, c'est pas non plus, une priorité, là, à l'heure Ouais. actuelle. On va vraiment parler de spécialité, juste t'as cette étiquette-là un peu de... Ouais, T'as déjà travaillé avec, mais... ouais. Ok. Ok. Et du coup, ça se passe comment? C'est par exemple, c'est des patients qui viennent te voir de leur propre chef ou plutôt c'est t'es recommandé par des médecins? Alors, c'est un peu des 2. En fait, quand tu commences en libéral, tu de t'ouvrir le maximum de portes, donc tu crées des cartes de visite, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux et cetera. C'est ce qui te permet de te faire recommander et d'avoir aussi, d'ouvrir ton champ visuel par rapport à autrui.
Après, sinon, le fait de travailler en pluripro, c'est ce qui fait qu'on est plus facilement recommandé par d'autres professionnels de santé. Les kinés, les infirmiers, surtout en libéral, les médecins, les psychologues et cetera. Donc, généralement en libéral, c'est eux qui viennent plutôt que moi qui vais les chercher. D'accord. Et en plus de ça, je suis sur Doctolib, donc du coup, ça ouvre encore plus, ton champ, voilà, ton champ des possibilités, quoi. Ok. Euh, on va basculer un petit peu sur le côté sport, un peu plus. Donc on a appris un peu à le connaître. Et est-ce que, c'est ouvert aussi à toi William d'ailleurs, si, c'est quoi les 2 ou 3 erreurs les plus fréquentes que vous voyez d'un point de vue nutrition mais qui s'appliquent au sport? Donc par exemple, je sais pas, quelles sont les habitudes alimentaires qui peuvent freiner un peu la performance que vous voyez le plus souvent dans vos fréquentations ou dans les clients que vous avez à la salle. Bah, du coup, je vais commencer, je vais en dire, je pense la plus banale de toutes, ça mange pas assez. Ouais. Ça mange pas assez, que ce soit protéines, ou même les autres aliments. Ouais, tout simplement, il y a pas assez d'apport nutritionnel pour le corps, comparé à ce que la plupart ils font en termes de dépenses énergétiques, quoi. Ok. Et surtout en termes de protéines, il y en a beaucoup qui disent: «Ouais, je mange, je mange». Mais en fait, à partir du moment où ils calculent très vite fait combien de protéines ils ont, combien ils doivent manger par rapport à leur poids de corps et cetera, c'est en dessous de beaucoup de ce qu'ils devraient faire, en fait. Ok. Et toi, Man? Moi, je dirais que ça néglige beaucoup l'hydratation. Ok. Ouais, l'hydratation, voilà, notre corps, il est composé quand même à 70 d'eau. Donc, une personne qui, pèse, on va prendre, simple, hein, mais qui pèse 100 kilos, il y a 70 kilos de son corps où c'est que de l'eau. Donc l'hydratation, elle apporte de nombreuses vertus et en plus de ça, elle aide aussi à éliminer toutes les mauvaises toxines, notamment par l'urine et c'est vrai que beaucoup négligent l'hydratation et je dirais que c'est un des points qui revient souvent. D'accord. Ok. Vous avez souvent des gens qui viennent vous poser enfin, vous demander des conseils sur la nutrition, sur l'alimentation, parce qu'on sait que même en tant que coach, des fois les clients de la salle viennent nous demander un peu des conseils. Qu'est-ce que je dois plutôt manger avant la séance, après la séance, etc. Est-ce que ça vous arrive souvent et que dans ce cas, qu'est-ce que vous leur répondez en général? Ouais, bah, ça arrive souvent, la plupart, c'est pour perdre du poids, hein. Généralement, quand ils viennent, ils te disent, «Ben voilà, j'aimerais perdre du poids», souvent les hommes, c'est: «J'aimerais perdre mon ventre», ce genre de choses. Après, bah, je leur dis déjà peut-être manger mieux, pas forcément moins, mais manger mieux, regardez un petit peu la qualité des aliments que vous prenez, manger un peu plus de légumes, diminuer tous les produits industriels, les cochonneries à côté de ça. Et déjà, rien qu'avec le sport que vous faites là, je pense que vous commencerez à avoir vraiment des vrais résultats et des progrès sur vous-même. Puis après, moi, je dis toujours, je peux donner des conseils nutritionnels, mais si vous avez besoin, bah, allez voir des professionnels comme Lucas ou Maud, c'est plus pertinent pour le coup. Ça reste que des conseils, ce que je donne, c'est pas des. Ouais, J'ai pas fait d'études sur ça, du bien coup. sûr. Donc, t'es en mode? Alors bien sûr, comme vient de dire, William, la qualité des aliments, mais c'est aussi les fréquences et les quantités parce que, c'est vrai on pense, bien manger, mais des fois on apporte trop par rapport à ce que notre corps a besoin et des fois on n'apporte pas assez par rapport à ce que notre corps a besoin et c'est vrai que si on rentre soit dans l'un, soit dans l'autre, on peut avoir aussi une prise de poids. Même si, manger moins, un certain temps on va perdre du poids, mais on va tellement mettre notre corps en alerte que la moindre chose que l'on va manger, en fait, on va la stocker. Que ça soit des Ouais. légumes, que ça soit des protéines, même si c'est sain, si on mange pas assez par rapport à notre dépense énergétique, forcément ça va faire l'effet inverse et donc du coup, on sera pas forcément non plus en bonne santé. Mais après, on va bien sûr en fonction parce qu'il y a plusieurs sports aussi, enfin, il y a une variété de sports, très importante et c'est bien de varier l'alimentation en fonction de chaque sport. Parce que chaque sport, n'a pas la même attente de son apport alimentaire et donc du coup, c'est important d'un peu plus le cibler par rapport à ça. Un trailer ne va pas manger les mêmes choses qu'un crossfitter, par exemple, ni au même moment, et cetera. Donc, moi, ce que je conseille, bien sûr, en fonction de la dépense, de chacun, ça serait vraiment surtout l'apport protéique, post-entraînement, où on a une fourchette de 30 minutes où notre muscle est vraiment en demande, et c'est là où on peut vraiment apporter, les protéines nécessaires. Mais après, il y a tellement de choses à côté à voir, donc c'est vraiment aussi comment la personne se sent par Oui, rapport à bien sûr. ça et d'être à l'écoute de ses sensations, et c'est ça sur laquelle l'une des choses sur lesquelles il faut travailler beaucoup, l'écoute de soi. C'est vrai que là, je précise qu'on parle pour un prisme du CrossFit parce que c'est ce qui nous relie un peu tous les trois, mais après, ça s'étend un peu à
à tous les sports, même si on va être moins précis sur un tennisman, peut-être qu'avec sa compète le samedi, bon, on va pas peut-être préciser là-dessus, mais voilà, en tout cas, si vous êtes en demande, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. C'est vraiment eux qui vous aideront à passer vos problématiques et à vous aider à améliorer votre quotidien. Et sinon, pour revenir ouais, sur la question qui a été posée tout à l'heure, c'est vrai que tu as parlé de fréquence et souvent la problématique que je rencontre avec les patients que j'ai en cabinet, c'est souvent ils sautent un repas pour se dire je mange moins, etc. Mais du coup, en fait, ils le rattrapent, voire ils le dépassent. C'est-à-dire que le total calorique qu'ils ont sauté, entre guillemets, alors, souvent c'est le petit-déj, on saute le petit-déj. Et en fait, dans toute la journée, ils le rattrapent avec des calories cachées, des grignotages par-ci par-là. Et en fait, au final, on a plus de calories, là, comme souvent de cette façon, qu'en prenant un petit-déj et en ayant moins faim toute la journée. Et en fait, en faisant juste 3 ou 4 ou 5 repas de vrais passages à table, ou en tout cas structurés. Et je pense que c'est la problématique moi, que je rencontre le plus souvent. Oui et puis souvent aussi on rentre dans de la culpabilité après. Ouais. Et donc du coup, on a sauté le repas, mais on mange le double de ce qu'on Ouais. voudrait manger et du coup, on rentre dans la culpabilité et c'est là où en fait le cercle vicieux se met en place. Donc beh, le repas d'après, beh, je le ressaute et puis vu que j'ai plus mangé avant, beh, j'en saute 2 de repas. Mais au final, notre corps, il a besoin de manger constamment. Si on a faim, ça veut dire qu'il a besoin de manger. Si on a soif, ça veut dire qu'il a besoin de boire. C'est pour ça que c'est très important de savoir s'écouter, en fait. Ouais. Ah, moi, je sais que par exemple, je donne beaucoup de conseils quand je coach en ligne sur des personnes. J'aime bien leur donner une petite analogie, par exemple, de la voiture et du plein d'essence. Comme elle disait Maud, il y a beaucoup de personnes qui mangent trop d'un coup. En fait, ben, je leur dis, si c'est bien beau de vouloir, par exemple, sauter un repas, mais de dire que finalement, je mange assez parce qu'au repas suivant, je mange plus. Mais en fait, ton corps, c'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire que tu le bourres d'un coup. Si tu lui mets plus que ton plein d'essence, bah, le reste, ça déborde en fait. Et l'essence qui va déborder de ton réservoir, ça va finir par être stocké, ça va finir par être un déchet et tu vas juste pas absorber comme ta voiture quand tu débordes le plein, quoi. Et à contrario, si t'en mets pas, beh, ta voiture, elle avance C'est pas. ça, exactement. Donc, Ou plus difficilement en tout cas. oui, cela pousse. Exactement, ouais. Ok. Tu disais que tu avais bossé dans une salle de CrossFit sur Narbonne. Mmh. Euh, Quel type de patients tu rencontrais dans ce cadre-là uniquement Alors c'était très divers et varié, hein, j'ai travaillé avec un ultra trailer, qui, beh, là d'ailleurs à l'heure actuelle, il a fait les 145 kilomètres de La Réunion, il me La semble. diagonale des fous. Ouais, voilà, c'est ça, la Ok. Diagonale des Fous. Donc voilà, on a travaillé un peu ensemble sur son alimentation tout au long de la course. Et à contrario, j'ai vu des personnes qui voulaient juste perdre du poids, qui voulaient aussi juste avoir des renseignements, des informations sur comment bien manger, Mhm. qu'est quoi apporter à son corps à tel moment. Donc c'est assez divers et varié, j'ai pas forcément de sujet bien précis. C'était pas toujours les mêmes personnes, c'est ce qui fait aussi que c'était agréable de pouvoir bosser dans une salle de sport. D'accord. Ok, et du coup, genre, par exemple, est-ce que t'avais beaucoup de personnes un peu, on va dire, du quotidien aussi qui venaient te voir? Par exemple, typiquement, bah, ce que nous, on a à Pacifique en termes de clients, c'est des personnes qui viennent faire leur sport ici, mais qui à côté arrivent pas à perdre leur poids. Et du coup, est-ce que tu as ce type de clientèle, Oui, toi? bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est des personnes qui veulent juste faire qui arrivent avec des idées reçues en pensant faire un régime Ouais. et en fait, non, nous on travaille juste sur, l'équilibre alimentaire et sur l'hygiène de vie au sens large du terme. Parce que beaucoup pensent que c'est 70 alimentation, 30 le sport. Mais non, en fait, c'est 25 de sommeil, 25 alimentation, 25 l'alimentation et 25 l'activité physique. Et c'est vrai que ça, beaucoup le négligent, donc on essaye juste de réorganiser un peu ce camembert voilà, en parlant de tout ce qui se passe autour. Et c'est très important à la fin de la consultation de fixer des objectifs communs. Pourquoi commun? Parce qu'on a beau, nous, professionnels de santé et de la nutrition, donner toutes les clés possibles, si c'est pas atteignable pour le patient, il va rentrer dans de la frustration et de la culpabilité et il va revenir à la consultation d'après avec la boule au ventre en disant: «Punaise, j'ai pas réussi à mettre ça, en place, ah beh, ça j'ai pas réussi donc du coup, il y a pas d'intérêt à ce que je continue». Donc c'est important que ce soit des objectifs communs, que la personne puisse les atteindre et surtout que ça soit du petit à petit. Ouais. Parce que si on fait trop d'un coup, en fait, la personne va durer un mois et ça sera tellement restrictif
que ça sera contre-productif. Donc du coup, on met des petites choses en place. On se base d'abord sur l'hydratation, on se base un peu sur le sommeil avec des cures de magnésium, etc. Après, on parle un peu plus activité physique et l'alimentation. Certes, on en parle tout au long des consultations, mais c'est important de ne pas négliger tous ces autres facteurs en fait. C'est vrai que c'est souvent, en consultation, j'ai souvent cette problématique-là, c'est que les gens arrivent plein de bonnes intentions, trop de bonnes intentions, et veulent tout changer radicalement leur vie, presque à deux doigts de quitter leur femme et de tout vouloir rééquilibrer. Enfin, ouais, je vulgarise un peu, mais c'est vrai qu'ils veulent tout changer dans toutes leurs habitudes, et c'est vrai que souvent je leur recommande pas parce que derrière ça tient pas, quoi. Comme tu dis, ça tient un mois, mais après, le corps humain n'est pas fait pour tout changer, toutes ses habitudes. Si les habitudes, c'est qu'elles marchent pour ces personnes-là, et quand tu veux tout changer, souvent le corps, au bout d'un moment, il dit ramène-moi à ce que je connais, quoi. Il y en a qui vont le tenir, tant mieux pour eux, mais pour 75% des gens, c'est vrai que ça passera pas ou pas bien en tout cas. Il faut que ça s'inscrive vachement dans la durée principalement. Et tu parlais du coup de cure de magnésium. Du coup, tous les deux, Ouais. vous recommandez souvent des compléments alimentaires justement à vos patients. Alors moi personnellement, on essaie vraiment quand même de se baser sur les aliments bruts de base. Tant qu'on peut apporter tout ce dont notre corps a besoin par l'alimentation, on favorise ça quand même au maximum. Après, pour tout ce qui est voilà, le sommeil et tout, on en a parlé avec Lucas, c'est vrai que nous on préconise quand même vachement le bisglycinate de magnésium. Ouais. C'est vraiment le bisglycinate, en fait, on peut avoir du zinc, de bisglycinate, etc. C'est une molécule qu'on appelle biodisponible, ça veut dire que dès qu'on l'ingère, elle est captée par notre organisme. Et en fait, nous sportifs, d'autant plus, on est souvent en carence de cette molécule parce qu'on la perd par la transpiration et la perspiration. Alors, qu'est-ce que c'est la perspiration? C'est nos capillaires, notre peau, tout ça qui transpire constamment, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et donc, du coup, nous, sportifs, on est vachement plus dans le rouge par rapport à ça. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est voilà, sommeil, moi, je prescris plus, enfin, je conseille plus ce type de magnésium. Et en plus de ça, je le conseille les yeux fermés parce que moi-même je l'ai testé et il y a beaucoup d'études qui ont été prouvées, enfin qui ont été faites sur le fait que voilà, c'était très positif voilà, sur l'impact du sommeil. Et après, ça dépend. Moi en libéral, si on veut voir, je sais pas, par exemple pour des problèmes de thyroïde et tout, on supplémente un peu plus sur l'iode ou ce genre de choses. Mais après, voilà, on essaie vraiment quand même de se baser sur l'alimentation de base. Ouais, j'ai carrément la même approche, c'est que on va d'abord essayer de régler les problèmes entre guillemets à la source, et je pense pas que la source ce soit juste enfin, ce soit un manque de magnésium, quoi. Souvent ça va être plutôt dans l'alimentation de base, un apport insuffisant global ou précis sur quelque chose selon les problématiques du patient, des aversions, c'est-à-dire que moi je sors du magnésium, mais une personne qui n'aime pas du tout les poissons ou les trucs comme ça, les oméga 3, bon ben on va sûrement manquer, sans que de base la population globale en manque. Donc il va falloir plutôt axer sur ça, mais en priorité sur peut-être trouver les solutions qui peuvent apporter des oméga 3 autres que le poisson, vu que la personne n'aime pas le poisson. Et si vraiment, après tout ce qu'on a mis en place, il y a toujours un manque ou un besoin, là peut-être si ça touche en tout cas des problèmes de santé ou si la personne vraiment améliorer ses performances, ben, on proposera ou en tout cas on abordera le sujet des compléments alimentaires. Mais plutôt voilà, dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est en bout de chaîne. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Si, ça va aussi dépendre, quelque chose qu'on aborde tellement moins souvent, mais le budget de la personne. Les compléments, c'est. Enfin, dès qu'on veut toucher aux compléments alimentaires, on veut ci, on veut ça, on veut ça. À la fin, c'est peut-être 50 ou 100 euros par mois ou 150 euros par mois, selon si vraiment on veut être complet. C'est pas non plus à la portée de tout le monde et c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention quand on aborde ça en consultation, je trouve. Mais même si la santé, entre guillemets, ça devrait être notre budget principal, mais voilà, on sait tous que c'est pas la réalité de la vie, c'est différent. Ok. Et des fois, vous avez recours à, pour certains patients, peut-être plus toi, vu que tu travailles en cabinet à l'hôpital, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez recours des fois, par exemple, aux prises de sang pour certains patients? Est-ce que vous leur demandez d'avoir des prises de sang, peut-être pour voir justement, comme vous dites, des carences de magnésium ou ce genre de choses? Est-ce que vous avez recours justement voilà, au fait de leur demander avant que, par exemple, s'ils viennent pour une consultation, est-ce que vous demandez d'avoir fait une prise de sang avant? Est-ce que après la première consultation, vous leur demandez une prise de sang du coup pour faire peut-être un avant-après, voir comment ça s'est rééquilibré dans leur corps ou... Alors moi, au niveau des patients, ça dépend. Généralement, parce que les patients aussi passent par Doctolib, comme je vous disais juste avant.
Donc du coup, j'essaie d'appeler les patients avant le premier rendez-vous pour voir, voilà, leur intention, pourquoi est-ce qu'ils viennent et cetera. S'ils viennent pour, voilà, pour, X ou Y problème de santé, j'essaie de demander une prise de sang avant. Après, s'ils viennent généralement juste pour de la perte de poids ou quoi ou qu'est-ce, on en parle plutôt après, en fonction de l'enquête alimentaire que je fais, lors de la première consultation. Ça dépend vraiment des patients. Oui, on peut avoir des fois recours à des prises de sang, mais c'est pas systématique. Ok. Je vais aborder une question qui va sûrement intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu penses des compléments comme la whey, les BCAA, la créatine? Est-ce qu'on peut développer un peu ce sujet-là? Bon, je sais que William, tu les connais aussi, donc voilà, on va pouvoir un peu dégrossir le sujet pour tout le Mhm. monde. Ce que vous en pensez. Voilà. Vas-y, Maud, commence. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense? Ça dépend. Encore une fois, c'est comme tout, c'est fréquence et quantité. Et surtout, on est 7 milliards sur Terre, bon, bientôt 8. Et c'est vraiment propre à chacun. Donc en fait, déjà, il faut un peu découdre tout ce qui est les réseaux sociaux. Ben voilà, moi je prends de la whey, ça a marché pour moi, donc faites ci, faites comme ça. C'est important dans ces moments-là où on veut se complémenter, se supplémenter, Mhm. d'aller voir un professionnel de santé. Le mieux, c'est vrai que c'est un diététicien spécialisé en micronutrition. Ça, c'est quand même plus intéressant parce que ben voilà, il aborde des sujets que d'autres qui n'ont pas la formation sont un peu plus restreints. Après, voilà, pour les sportifs qui ont une bonne hygiène de vie, qui ont ben voilà, des performances, des objectifs à atteindre un peu plus poussés, la whey, oui, moi je le recommande, c'est de la protéine en poudre. Donc en soi, il y a rien de mauvais. Après, il faut faire attention au dosage, bien sûr. Il y a différentes whey aussi. Il y a l'isolate, il me semble, la whey Mhm. isolate, où il y a vachement, c'est beaucoup plus concentré en protéines et beaucoup moins de glucides. Et après, il y a la whey de base, où il y a un Concentré. concentré, ouais, c'est ça, où il y a quand même plus de glucides. Donc, en fait, ça dépend vraiment des objectifs. Si on est sur de la prise de masse, sur de la perte de poids, sur de la sèche ou quoi. Par rapport au BCA, donc en fait, les BCA, ça reprend en fait trois acides aminés essentiels qui sont la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc, les acides aminés essentiels, en fait, c'est des acides aminés que notre corps ne produit pas, qu'on est obligé d'apporter par l'alimentation. Donc ça aide quand même à la récupération après l'entraînement et aussi à la synthèse musculaire. Mais si on a quand même une bonne alimentation par rapport à ça et qu'on ne traumatise pas non plus trop notre corps, ça dépend aussi encore du sport que l'on fait. Il n'y a pas forcément besoin d'apport en BCAA, mais c'est vrai que les crossfitters, par exemple, où on est vachement plus dans le traumatisme du corps, les BCA ont quand même un effet positif là-dessus. Ok. Après, voilà, les compléments, c'est bien, mais il faut faire attention aussi, encore une fois, au dosage, parce que ça peut entraîner voilà, des petits problèmes au niveau des reins, au niveau du foie, etc. Donc voilà, Ok. Ouais, bien respecter ce qu'il y a écrit les sur les dosages. paquets et tout. Ok. Ouais, mais moi, enfin, moi, je sais que j'en consomme pas mal des compléments alimentaires. Et je rejoins beaucoup, j'avais entendu, du coup, c'était sur un autre podcast, quelqu'un qui disait, je crois que c'était Théo Parisi, qui disait les compléments alimentaires, on ne sent pas forcément les effets sur le moment, il faut Ouais. pas s'attendre à les sentir. Par contre, le jour où on les arrête, c'est là où on voit vraiment qu'on a perdu un petit peu que de notre corps, un truc en moins, Mm. on va dire. Et non, moi, whey protéiné, comme elle est, franchement, je rejoins Maud sur quasiment tout ce qu'elle a dit, quoi. Et après, la créatine, ça dépend encore une fois des objectifs, il faut vraiment faire attention au dosage, il faut bien s'hydrater surtout aussi, Mm. parce qu'on a besoin d'hydratation, comme tu disais, on est composé à 70% d'eau pour mieux les assimiler et bien les évacuer pour aider les reins à soulager tout ça, quoi. Mm. Ok. Après, toi, Lucas, je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, ben, je vous rejoins sur la whey, c'est-à-dire que, bon, après, avec tout ce qu'on a dit avant aussi, c'est que c'est un plus, donc ça ne doit pas constituer ni un repas, ni remplacer, entre guillemets, une source de protéines basique. Ça peut aider à la performance, surtout à la création de muscles. La protéine, c'est ce qui vous sert à construire à reconstruire le muscle après les séances, etc. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là. Les BCA, donc, comme a dit Maud, c'est des acides aminés. Pour ceux qui connaissent, qui sont moins connaisseurs sur le sujet, les acides aminés, c'est déjà les constituants des protéines. Donc, si on imagine que protéines, c'est un petit collier de perles, ben, les perles, c'est les acides aminés. Et donc, les BCA sont trois de ces perles qui sont essentielles à la construction de muscles. Et si on ne les a pas, la construction de muscles est arrêtée. On peut d'abord avoir
les 27 perles sur 30. Si on n'a pas ces trois-là, la protéine n'est pas construite. Donc les BCAA ne sont pas uniquement en complément alimentaire. Les BCAA font partie des protéines qu'on a dans les viandes, les œufs, les sources de protéines végétales. Voilà, on n'est pas obligé de prendre des BCAA pour avoir des muscles. Des fois, c'est vrai qu'on a ces questions quand on ne connaît pas, c'est vrai que ça peut paraître un peu barbare. Et au niveau de la créatine, j'en ai déjà pris. Là, actuellement, j'en prends plus. Moi, je ne sais pas si vous avez eu des résultats avec. Moi, je sais que visuellement, j'en ai eu. C'est-à-dire que j'ai une prise de masse volumique. C'est-à-dire que visuellement, ça se voit. En termes de performance, j'en ai pas trop ressenti. Après, je sais qu'on parle d'un gain de force sur les efforts courts. Moi, personnellement, j'en ai pas. Après, comme tu dis, mode, c'est propre à chacun, mais je sais pas ce que tu en penses. Après, la créa, faut quand même faire très attention. C'est important, en fait, quand on veut prendre de la créa, de faire un dosage créatine avant. Parce qu'un surplus de... En fait, la créatine, c'est une grosse molécule. Il faut pas oublier que nos reins sont des filtres, en fait. Et trop de on a déjà à la base de la créatine dans notre corps. Mais c'est vrai qu'on peut en prendre, du coup, voilà, voilà, pour la prise musculaire, etc. Après, dans un premier temps, c'est quand même de l'eau qu'on va emmagasiner dans nos muscles Ouais. si on prend de la créatine. Mais c'est vrai que c'est important de faire un dosage avant d'en prendre, un dosage créatine avant d'en prendre, et un dosage créatine 2 à 3 mois après le début Voir de... comment le corps réagit. Exactement, voilà, c'est ça. Et parce que c'est très important, c'est un des compléments sur lesquels il faut être très vigilant, c'est que ça peut abîmer très facilement les reins. Donc voilà, la créatine, encore une fois, moi je peux la conseiller pour différents objectifs, mais à surveiller aussi quand même sur le long terme. Ok. Ouais, moi j'avais eu des effets, je trouvais sur des fois la récupération intra-exercice. Ok, Genre d'accord. je sentais que j'avais plus de facilité, par exemple entre des séries de squats, À enchaîner les séries. à enchaîner les séries, ouais, j'avais plus de facilité et je trouvais les barres, j'avais fait une pause de 3 mois. C'est vrai que des fois il y a certaines barres où je mettais un peu plus de temps à récupérer. Alors est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs bien évidemment en cours à ce moment-là qu'on fait que peut-être j'étais plus fatigué ou ce genre de choses? On peut pas réellement savoir, mais c'est le ressenti que j'en avais eu quand j'avais stoppé. Depuis, c'est un complément que j'ai pris l'habitude, moi, de prendre un peu tout le temps, on va dire. Tu le prends tous les D'accord. jours? Ouais, je Ok. prends tous les jours. Et là, du coup, j'ai une prise de sang à faire, bah, comme tu as dit, pour checker un petit peu si les reins vont bien et si Ouais. tout est nickel. Donc, je regarderai les résultats. Mais aux dernières nouvelles, je l'en ai fait une il y a 1 an et demi et tout allait bien pour le coup. Enfin, il n'y avait Super. pas eu d'alerte. J'en profite de ce petit aparté pour se dire que on parle des reins, etc. De base, la créatine en dosage, si on suit les dosages recommandés en tout cas et qu'on n'a aucun souci de base, n'endommage pas les reins. Mm. On a souvent c'est des lanceurs d'alerte qui diabolisent un peu les compléments, Mm. surtout la créatine qui est sujet à beaucoup de critiques. Je sais pas Sujet trop sensible. pourquoi d'ailleurs, ouais. Mhm. Comme dit souvent, c'est un des compléments alimentaires les plus étudiés au monde. Depuis le plus longtemps, il y a le plus d'études possibles. 10 000 études, je crois. Et ouais, voilà. Et jamais la créatine a été mise en cause sur un effet secondaire. Mhm. C'est plutôt, si on a un problème sous-jacent qui existait déjà, là, il faut faire attention Ouais. au dosage de la créatine et pas le sens inverse. Ouais. Voilà, je préfère le préciser pour préciser ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez dégrossir un peu le sujet aussi sur les besoins en calories de chacun? Comment on peut les calculer? Comment on peut, en tout cas, essayer de s'approcher de la vérité? Est-ce que les besoins sont différents sur les hommes, les femmes, les enfants, selon le sport? Voilà, dégrossir un peu ce sujet-là. Ben après, les besoins caloriques, ouais, bah, comme tu dis, déjà, ça dépend un peu du profil de la personne, ce qu'elle pratique comme sport. Sa sédentarité, ça, c'est un sujet qu'on oublie vachement. Moi, je le vois vachement dans mes coachings en distanciel. Et j'ai beaucoup de fois de personnes qui me disent mais non, je suis actif, je fais du sport. D'accord, tu fais 3 heures de sport peut-être dans la semaine, mais toute la journée, 8h, 17h, tu es assis derrière un bureau. euh, Tu prends la voiture, tu rentres le soir, c'est assis dans le canapé devant Netflix, et il n'y a rien d'autre qui est fait. Donc tu es sédentaire. Tu fais du sport, mais tu restes une personne sédentaire. Et ça, je pense que c'est un truc vraiment important à regarder. Alors c'est un traceur, c'est une mode en ce moment, la mode des 10 000 pas par jour, mais c'est quand même un bon indicateur, je trouve, Carrément. de sédentarité ou non. Donc Carrément. même si vous n'avez pas forcément vous avez sur les téléphones, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une montre connectée, une bague connectée. Sur les téléphones, il y a des applications santé, on a presque tout le temps son téléphone sur soi maintenant de nos jours.
On peut voir même combien de kilomètres on a marché, ça suffit amplement. Et je pense que c'est un bon indicateur déjà pour voir les calories des gens. Souvent on dit, ah, je pèse tant, ils vont sur Internet, ils font un petit calcul vite fait, et on leur dit ils doivent avoir justement tant de calories à ingérer dans la journée. Et souvent ils oublient ce côté ouais, sédentarité et activité physique. Je sais pas ce que après vous en pensez pour justement le calcul des calories, comment vous faites, comment vous fonctionnez. Alors, ben moi, je te rejoins déjà sur le fait que, voilà, une femme et un homme, déjà, c'est deux besoins totalement différents. Bon, sans parler d'un enfant, d'une personne âgée, etc. Il y a plein de facteurs qui interviennent autour, encore une fois, voilà, l'âge, le sexe, les mensurations aussi, la taille, le poids de base, etc. Et aussi le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi? En fait, c'est une personne, par exemple, toi, Lucas, tu restes allongé toute la journée, tu dépenses de l'énergie. C'est ce qu'on appelle ton métabolisme de base. Mhm. Et à ça, tu vas rajouter du coup le fait que tu te lèves, que tu vas à la douche, que tu vas au travail, que tu fais ton activité physique, que tu prends la voiture, que tu marches, que tu dors, etc. Ça va augmenter ta dépense énergétique. Et ça va te donner du coup des kilocalories de ta dépense, en fait. Et en fonction de cette dépense-là, donc le métabolisme de base plus ton activité journalière, etc., ça va te donner des kilocalories, donc ça sera ton besoin énergétique. Donc c'est comme ça qu'on le calcule. Euh, Après, donc voilà, il y a plein de facteurs qui influent sur le besoin énergétique de chacun. Les femmes aussi, ben, en période de menstruation, etc. C'est très très divers et varié. C'est pour ça que c'est très important que ça soit, comment dire, que ça soit propre à chacun en fait. Chaque personne a vraiment un besoin énergétique spécifique. Et juste pour rebondir sur le sport et sur la fabrication du muscle, en fait, quand on dit le muscle pèse plus lourd que la graisse, c'est vrai et c'est faux. Mais bon, quand on prend 1 kilo de muscle, c'est égal à 1 kilo de graisse. Mhm. Voilà. Sur ça, c'est la même chose. Par contre, le fait de fabriquer du muscle, ça nous permet que quand on est au repos, de dépenser plus d'énergie. En fait, 1 kilo de muscle dépense plus d'énergie qu'un kilo de graisse. Donc, en fait, en faisant rien, on dépensera de l'énergie, donc du coup, on perdra de la matière grasse. 1 kilo de muscle, il me semble, on dépense par heure, je crois, 14 kilocalories à peu près. Et 1 kilo de graisse, c'est 5 kilocalories. Donc, en fait, on fabrique du muscle, pas forcément pour peser plus lourd, mais plus pour dépenser facilement et donc, du coup, puiser dans la matière grasse. Donc ça augmente ton métabolisme de base. Exactement. Voilà. Donc une personne plus musclée dépensera Ouais, plus de calories qu'une personne moins musclée pour la même activité. exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux gens de se remuscler avant d'attaquer une perte de poids. Ouais. Les gens ils disent ah je veux perdre du poids, je veux faire du Du cardio Mm, et tu leur dis ben non on fait un peu de muscle justement et tu ouais, verras que ça partira beaucoup plus vite. exactement. Ok. Est-ce que en consultation, en cabinet, etc., tu abordes le sujet émotionnel, peut-être pourquoi pas hormonal aussi, quels sont les sujets un peu annexes que tu traites avec la personne, autre que le sport et la perte de masse grasse, masse maigre? Bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, même, je dirais 65% des patients que j'ai viennent pour, généralement des patientes, du coup, pour à l'arrivée de la ménopause. Donc forcément, il y a les hormones et tout ça qui travaillent là-dessus. C'est très très compliqué parce que même on a beau avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un bon sommeil, etc. Quand les hormones influent dessus, c'est très dur d'arriver à réguler voilà, et d'engendrer une perte de poids. On essaie beaucoup de sensibiliser sur les 10 prochaines années voilà, en disant, en prenant le temps d'expliquer en fait que ben, voilà, si vous mangez bien, si vous dormez bien, si vous vivez bien, si vous faites de l'activité physique, c'est pour prévenir en fait de certaines maladies. Donc c'est vrai que quand les hormones influent, c'est particulier, c'est assez compliqué. Après, c'était quoi ton autre question déjà? C'était les hormones. Les hormones, l'émotionnel. Émotionnel, oui, l'émotionnel beaucoup, surtout principalement à l'hôpital, vu que je suis en contact avec des personnes en situation d'obésité. Ben d'ailleurs, on a des ateliers en fait sur les émotions que je fais avec Mhm. une psychologue et des ateliers sur l'hygiène de vie, etc., au sens large du terme. Et la, la culpabilité, les émotions, tout ça, c'est un grand, grand facteur sur la prise de poids. Pourquoi? Je donne un exemple concret. Par exemple, à 4 heures, on a envie de manger, ben, je sais pas, un brownie.
Voilà, ça nous fait trop envie, on a envie de manger un brownie, mais on se dit non, c'est du sucre, c'est du chocolat, donc j'en mange pas, ben je vais manger une pomme. Oui, ok, on a mangé la pomme, mais quand on a mangé la pomme, on a toujours dans notre tête cette envie de brownie, parce qu'à la base, c'était ça notre envie. Et on se dit non, je vais manger un yaourt. Alors, Ok. du coup, donc on mange le yaourt, mais on a toujours cette envie de brownie. Punaise, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce brownie? Et au final, eh ben, on se met à manger son brownie. Mais on a mangé le yaourt avant, on a mangé la pomme avant, Et le brownie. et le Et brownie. brownie. Donc au final, en fait, si on avait déjà mangé cette part de brownie avant, on n'aurait pas mangé la pomme et le yaourt. Et après, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc c'est très important de... Après, c'est un travail de longue allure, hein. Enfin voilà, c'est important à chaque consultation d'essayer de déculpabiliser, de casser beaucoup de carcans sur l'alimentation et tout ça. Mais c'est important voilà, de ne pas rentrer dans la culpabilité parce qu'il y a des études qui ont été prouvées comme quoi la même personne, si elle mange avec culpabilité et si la même personne mange sans culpabilité, la personne avec culpabilité va prendre du poids. La personne sans culpabilité Bienvenue dans le va monde des perdre, hormones. voilà, exactement, le cortisol, etc. Ouais. Le stress, enfin voilà, il y a plein de choses, c'est très très vaste comme Je pense sujet. qu'on pourra carrément faire un deuxième épisode sur les hormones, etc. parce que c'est vraiment Ouais. un sacré bordel, hyper intéressant, mais il y a beaucoup à dire, quoi. Ouais. Je rebondis un peu sur ce que tu dis. La diététique, c'est aussi de la prévention. Mhm. C'est pas forcément que du soin. Et donc, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à venir consulter un professionnel, même si c'est que pour la prévention et pas que du soin. Si de base, il n'y a pas de problème, on peut toujours améliorer des points de la vie juste par l'alimentation, des conseils pratiques d'habitudes de vie. Et j'en profite aussi pour vous dire, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, je pense que c'est pareil pour tes patients. Les consultations diététiques sont souvent remboursées par les mutuelles. Mhm. C'est-à-dire que au moins la première et la deuxième consultation souvent sont prises en charge euh, et rentrent dans les frais. Donc en fait, vous avez rien à perdre à venir consulter. Si ça vous a rien apporté, vous avez rien perdu. C'est quelque chose qui est pris en charge par votre mutuelle, en tout cas pour la plupart des mutuelles. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller consulter, même si de base il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, et du coup, moi j'avais une question pour vous, parce que tu parlais là du coup du brownie, de l'émotionnel, tout Mhm. ça. Est-ce que vous avez genre des mythes un peu, ouais, on va dire ça comme ça, Déconstruire. ouais, voilà, des choses un peu que vous aimeriez taper un peu sur des préjugés, voilà. Ben, je vais te poser la question, pour toi, quel aliment est interdit? Quel aliment pour moi est interdit? Ouais, Franchement, je m'en interdis quasiment pas. quasiment. Donc il y en Ouais. a quelques-uns ou pas? Alors, non, non, en fait, non. Si j'ai envie, je vais le manger. Mais ouais, après, c'est juste parce que j'aime pas. Donc, c'est Ok, juste des aliments que je prends pas. Moi, je prends l'exemple des bonbons. ok, Je me les interdis pas forcément, mais en fait, j'ai jamais aimé ça, donc j'en mange pas non plus ok. forcément. Et je pense le fait que du coup, bah, je sache que c'est que du sucre, à part des fois, par exemple, quand je suis en compète et j'ai envie d'avoir du sucre rapidement, je peux en prendre vite fait. Mhm. Mais dans ma vie de tous les jours, ouais, j'essaie de pas en acheter du coup, mais en même temps, j'aime pas ça. Donc, D'accord, ok. voilà. Mais Ouais. des aliments interdits, là, comme ça, tu me poses une colle. Je vais réfléchir et je reviens. Bah, du coup, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Il n'y a aucun aliment qui est interdit. Euh, c'est encore une fois, on en revient sur toujours les mêmes choses, fréquence, quantité. Voilà. Quand on est tous humains, on a tous ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça les aliments doudous. Ben voilà, quand on est triste, ben on a envie de réconfort et on se l'apporte souvent par l'alimentation. Quand on est content, ben on a envie de fêter quelque chose, ben voilà, on sort, on va boire un coup, on va manger au resto. Enfin voilà, c'est très important de continuer à se faire plaisir. Je prends toujours l'exemple de, bon je rentre dans l'extrême, mais imaginons toi Lucas, tous les jours tu vas manger 1,5 tonne d'haricots verts. Mhm. Tu vas prendre du poids. Sûrement. C'est sûr. Environ une nuit par jour, du coup. Voilà. Donc tu vas prendre du poids. Par contre, à contrario, si tous les jours tu manges qu'une demi-tablette de chocolat, tu vas perdre du poids. Donc en fait, c'est vraiment les fréquences et les quantités. Tu peux manger que du chocolat tous les jours et perdre du poids, comme tu peux manger que des haricots verts tous les jours et prendre du poids. Donc non, il n'y a pas d'aliment interdit. Le seul aliment dont notre corps n'a pas forcément besoin, c'est le sucre blanc, le sucre pur. Mais après, les huiles, c'est ultra important pour X et Y raisons. Les protéines, les féculents, les légumes. Pareil, les féculents le soir, ça fait grossir. On oublie. Voilà, il y a plein de choses à, à oublier, tous ces carcans sur l'alimentation. Voilà, il y a aucun aliment qui est interdit. Après, tu me... Carrément, ouais. Je rebondis juste, quand tu as dit les féculents le soir, ça fait grossir, on oublie le fait que ça fait grossir. Oui. Ok, vous avez le droit de prendre des féculents le soir, ça fait pas grossir. Voilà. Ouais, moi j'ai deux mythes principalement. Le premier, c'est
la personne qui arrive et qui me dit bah, moi je mange bien, je mange de la salade, des tomates et des légumes. Oui, c'est bien, mais il y a plein d'autres choses dont tu as besoin quand même. Ton corps, c'est pas un légume. Donc, donc voilà, moi, c'est très bien de manger la salade, des légumes, tout ce que vous voulez, des tomates. Mais on a besoin de protéines, on a besoin de glucides, on a besoin de graisse, on a besoin de lipides du coup. Donc, les lipides, c'est les huiles, les beurres, les corps gras en fait. On a besoin de ça. Par exemple, toutes les hormones sont synthétisées à partir de lipides. Si on n'apporte pas de lipides par l'alimentation, on va avoir des déficits hormonaux, pardon. Et c'est, je pense, le pire truc qu'on peut faire à notre corps. Ça dézingue tout, ça désorganise tout. Et voilà, donc manger bien, c'est pas juste manger vert, manger frais, manger healthy comme on dit. C'est manger des protéines, c'est manger de tout. Manger équilibré, c'est manger de tout. Deuxième mythe que j'aimerais déconstruire, s'il vous plaît, arrêtez de venir en disant je veux perdre d'ici. Je veux perdre que de là. Je veux perdre que des jambes. Ce n'est pas possible. Votre corps vous décidera, décidera pour vous où vous perdrez. Voilà, vous ne déciderez pas et nous non plus. On n'a pas une baguette magique. C'est votre corps qui décidera. Ça va être votre composition corporelle, votre génétique qui déterminera de où vous perdrez en premier, où vous prendrez en premier. On pourra faire quelque chose de global et si vous avez de la chance, ça tombera sur ce que vous voulez. Sinon, Souvent, même avec les coachings, hein, les gens qui, à la fin des cours, font 10 000 abdos parce qu'il faut perdre du gras du Voilà. ventre. Les abdos ne font pas perdre la graisse du ventre. C'est l'activité physique, c'est très bien, mais Ouais. voilà. Ok. Ouais, c'est limite à déconstruire. Hein. Il y en a pas mal quand même à chaque fois qu'on est en salle de sport. Ou quand on te dit, par exemple, ah non, ouais, ça s'éloigne un peu du sujet de la nutrition, mais je vais pas prendre de compléments alimentaires ou je veux pas faire trop de sport. J'ai pas envie de finir. Je vais prendre trop fort, je vais prendre trop Ouais, vite. je vais prendre trop fort, je vais finir bodybuilder. Ça n'arrivera pas. Il y a du chemin. On le sait déjà. Il y a du chemin. On le sait déjà. Ok. On serait tous comme ça sinon. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de cheat meal dans une prise en charge, enfin en tout cas dans un rééquilibrage? Les gens qui se reprennent en main, souvent vont faire une semaine hyper propre, hyper carrée, en tout cas par rapport à leurs objectifs, mais ils vont s'autoriser un jour ou un repas où tous les excès sont possibles. Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion? Déjà, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as parlé de rééquilibrage alimentaire, c'est très important de le soulever parce que on part pas sur un régime. Généralement, on part de régime quand on a un problème de santé. On parle de régime sans sel quand on a un problème cardiaque, Régime sans gluten, voilà, régime sans gluten pour les pathologies cœliaques. Voilà, etc. Donc, on parle pas de régime, on parle vraiment de rééquilibrage alimentaire. C'est ça qui va faire que ça va tenir sur la durée et que la perte de poids va se faire progressivement et surtout va rentrer dans quelque chose de quotidien, en fait. Après, Le cheat meal. le cheat meal. Le cheat meal. Alors, moi, personnellement, je suis tout à fait pour. Encore une fois, c'est important de garder ce plaisir. On est humain, on a besoin de se faire plaisir. Le but, c'est pas non plus de se couper de tout lien social. Donc le cheat meal, c'est bien. Après, c'est important aussi, le rééquilibrage alimentaire, il se fait pas sur une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. Il se fait vraiment sur la semaine, sur le mois. Si on regarde la perte de poids jour après jour, imaginons on se pèse tous les jours, ça va faire ça. Si on regarde la perte de poids sur la semaine, Je coupe pour ceux qui ne sont pas à la vidéo, elle fait des montagnes russes. voilà. Si ça se fait, par exemple, du coup tu vas remimer pour moi, hein. Si on regarde sur la semaine, Toujours les montagnes russes. toujours les montagnes russes. Si on la regarde sur le mois, Un peu moins de montagnes russes. un peu moins de Un peu montagnes plus- russes. un peu Par plus contre, lissé. voilà, c'est ça. Si on la regarde sur l'année, par contre, la courbe sera que descendante en fait. Ou montante en fonction de Ou l'objectif. montante en fonction de l'objectif. Mais c'est important, voilà, le rééquilibrage alimentaire, il se fait vraiment sur la semaine, sur le mois. Donc, ben voilà, s'il y a une semaine où on a 2 cheat meals, ben c'est pas grave, on a 2 cheat meals dans la semaine. Mais c'est important encore de pas rentrer dans la culpabilité et de continuer à se faire plaisir. Ok. Toi, William, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je rejoins Maud à 200% là-dessus, mais encore une fois, moi, sur les personnes que je coach, je leur dis toujours, faites-vous plaisir, mais attention, enfin, genre, faut quand même que ça reste dans un cadre raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne part pas non plus sur un buffet à volonté et on engouffre tout ce qu'on peut, parce que on a on se dit, voilà, c'est cheat meal, je vais prendre 6 assiettes au buffet à volonté, et parce que moi, c'est un truc auquel j'étais vachement soumis aussi de mon côté. On a souvent ce côté je relâche et je me fais plaisir.
Mais je pense que c'est aussi quand même important de garder son but et son objectif en tête et de se dire, voilà, je sais que je dois me faire plaisir, ça me fait plaisir ce que je prends. Bon, par contre, est-ce que la deuxième assiette, j'en ai vraiment besoin ou j'en ai vraiment envie, ou est-ce que ça va être plus une pulsion? Et que derrière, il y aura peut-être de la culpabilité au Voilà, final. exactement. Donc c'est des fois des choses aussi à repenser, mais le chill meal, non, faut en faire, c'est important, on est humain après tout, hein. Ouais. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, tu vois, le fait, est-ce que c'est raisonnable ou pas? Si le reste de la semaine, en fait, on n'est pas dans de la restriction, mais si on est plutôt dans le, ben voilà, toujours le plaisir et pas dans le régime, mais dans le rééquilibrage alimentaire, forcément, on sera pas dans l'abondance et dans l'opulence sur le cheat meal, tu vois. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est bien de garder en tête le fait que ça soit pas non plus trop restrictif et trop dur. Sauf bien sûr, par exemple, tu vois, les boxeurs qui doivent perdre 3 kilos un jour avant leur compète, ou voilà, ce genre de choses. Mais pour des personnes qui veulent juste simplement perdre du poids, sur la durée, c'est important que ce soit pas trop restrictif du fait que s'ils arrivent sur leur cheat meal, tu vois, ce soit pas, comme tu dis, dans l'opulence et dans le je mange, je mange, je mange, je mange, parce que ben, je vais me repriver pendant une semaine. Et puis le week-end d'après, ben, je mange, je mange, je mange, parce que Mm. ben, je sais que pendant la semaine, je vais être hyper à cheval, à peser et tout ça. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important quand même que ça reste aussi assez flex, mais encadré. Donc, moi, je vais un peu nuancer la notion de cheat meal. J'aurais tendance à dire que souvent, si le cheat meal est nécessaire, c'est que de base, peut-être c'est un peu trop restrictif. Parce que c'est pas censé. Alors, vous aurez rien sans effort. Mais faut pas que l'effort vous demande tellement qu'à la fin, c'est plus possible de tenir et que vous avez besoin de. Cheat, c'est tricher en français. De tricher votre rééquilibrage alimentaire chaque semaine. Parce que sinon, c'est intenable. Donc moi souvent en consultation, en tout cas dans les prises en charge longue durée, j'ai tendance à dire que cheat meal c'est ok, mais c'est pas censé être toutes les semaines. Ça doit pas être un rendez-vous. Parce que déjà le rendez-vous, j'imagine, tous les dimanches c'est cheat meal, toute la semaine j'attends que mon dimanche. Et là déjà mentalement on part peut-être pas dans la bonne dynamique je trouve. Peut-être plutôt lisser ça. S'il doit arriver, il arrivera. C'est-à-dire que sinon, si on est invité avec des amis au resto, on va pas se priver d'y aller. Mais c'est pas dimanche, je défonce tout ce qui est devant moi, quoi. Ouais, s'il y en a 2 dans la semaine, mais il y en a Et 2 s'il y en dans a la deux dans la semaine. semaine, il y en a deux dans la semaine, peut-être que la Ouais. semaine prochaine, il n'y en aura pas. Et Ouais. peut-être plutôt vraiment de la flexibilité. euh, mais c'est toujours important de prendre en compte et de garder en tête que souvent, en tout cas dans le cadre de la perte de poids, on va parler d'un déficit calorique. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, on a parlé tout à l'heure de besoins caloriques, de dépenses énergétiques, etc. Donc, notre besoin journalier, c'est-à-dire que, imaginons mon besoin journalier, il est à 2500 calories par jour. C'est-à-dire que je sais qu'à 2500 calories, je suis stable, je ne prendrai pas de poids et je ne perdrai pas de poids. Si on veut prendre du poids, en général, on met un surplus calorique. En général, on recommande plutôt faible, c'est-à-dire que 150, 200, 250 calories en plus que mon besoin. Donc là, je vais prendre du poids. Et si je veux perdre du poids, plutôt à 200 calories en dessous pour démarrer une légère perte de poids, en tout cas douce. Si on met ces 200 calories en moins tous les jours, c'est-à-dire qu'au lieu de manger 2500 pour être à équilibre, je mets à 2300, sur ma semaine, je vais avoir un déficit de 1400 calories. Mais si sur mon dimanche, sur mon cheat meal, je reprends 2000 calories de plus, en fait, enfin, entre guillemets, tous les déficits de ma semaine est annulé par mon cheat meal. C'est là que j'aime pas trop cette notion de cheat meal, où souvent on va fast-food à volonté et on se dégomme. Je préfère que ce soit un peu plus régulier, moins gros. Donc, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, plutôt que d'un coup, quoi. Ouais, du coup, Si un c'est petit peu ma, plus d'aliments plaisir, comme tu dis, des aliments plutôt d'autres fois. quotidien ou enfin, tranquillement dans la semaine sans que ce soit un rendez-vous. Quand ça doit arriver, ça arrive. Et on rééquilibre après. Souvent, ce que je donne comme conseil, c'est que si jamais on a fait un excès, eh ben, on essaie de rééquilibrer sur le jour d'après si c'est possible. Oui, et puis Voilà. si ton plaisir c'est de manger un carré de chocolat tous les soirs, Non, fais-le rentrer dans ton au plan de contraire, base. ouais, Fais-le pour ouais, qu'en sorte, imaginons, mais je reprends l'exemple des 2500 et que tu le mets à 2300, ben, dans ces 2300, tu dois comprendre ton chocolat, ouais, parce que c'est ton plaisir. mm. Garde-le, et si à un moment t'en as moins besoin, ben, tu l'enlèves. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis voilà. Ça, c'est vraiment mon point de vue et ce que je donne comme conseil. Toi, tu le manges le carré de chocolat, hein? Moi, je le mange. Et peut-être pas qu'un Il est d'ailleurs. libre. Dernière question, je pense qu'on peut aborder votre top 3 compléments alimentaires avec les effets recherchés.
Numéro 3. Numéro 3. Top 3, top 1, je mettrais la whey. Top 1. Ouais. Ok. Alors top 1, pas forcément pour ce qu'elle peut apporter, c'est-à-dire que ça reste de la protéine, c'est quelque chose qu'on peut retrouver brut dans l'alimentation, mais vraiment pour le côté pratique. Ok. Pour le côté pratique et le côté soulagé aussi. Bah, par exemple, on parle beaucoup de perte de poids, mais les personnes qui veulent prendre du poids, quand tu dois manger plus, c'est quand même compliqué d'apporter ce surplus calories suivant ce que tu dois manger. On va grossir très largement, je fais plus de 100 kilos. Imaginons, je dois manger 2 grammes pour kilo poids de corps, je dois manger 200 grammes de protéines par jour. C'est plus C'est de peut-être, 800 grammes de ouais. poulet dans une journée. J'ai pas envie de manquiller 800 grammes de poulet dans une journée. Je fais pas d'effort. J'avoue que ce petit shaker de protéines, il m'aide vachement quand même. En termes de volume, c'est concentré, donc dans l'estomac, ça prend moins de place. Exactement. Plutôt dans ce côté. Et même sur le côté pratique, je sais pas, je prévois mon shaker, je le prends avec moi, j'ai mis ma poudre dans mon shaker, j'ai besoin de quoi? De l'eau. C'est peut-être plus simple qu'amener un poulet, quoi. Voilà. C'est plus simple que de transporter la cuisse de poulet avec toi un peu partout. Et je peux le manger ou le boire, même par exemple quand je fais des coachings, voilà, je bois mon shaker, ça choque personne et terminé. Donc ouais, la whey, je pense que je la mettrais top 1 pour ça. Le magnésium dont tu as parlé, ça m'a vraiment changé aussi sur la récupération et sur le sommeil. J'ai vraiment vu des gros effets. Et top 3, j'hésite entre les oméga 3 et la créatine. Je ne D'accord. saurais pas exactement lequel des deux mettre. Et toi, en mode? Moi, je reprends comme William, hein, mais moi, mon top 1, ça serait voilà, le magnésium, bien sûr. Parce qu'on néglige trop facilement le sommeil. Trop facilement Ouais. le sommeil. Pareil aussi, il y a plein de choses sur l'alimentation qui fait qu'on peut améliorer son sommeil, rien que déjà l'hydratation. Ça aide aussi à l'endormissement, etc. Le fait de manger des protéines le soir. En fait, le fait de manger des protéines le soir, ça sécrète la mélatonine. Donc, du coup, ça aide à l'endormissement. Hormone du sommeil. Ouais, hormone du sommeil, pardon. Et donc, du coup, ouais, je me baserai vraiment numéro 1 sur le magnésium. Numéro 2 la whey aussi. Mais plus l'isolate. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment plus concentrée en protéines. Je dirais que c'est vraiment un complément phare qui est facile à trouver et facile au niveau praticité, etc. Donc voilà. Et j'ai pas de troisième complément. Ok. Pour rebondir, pareil, quand je parle de whey, je parle d'isolate Ouais. tout le temps parce que, comme tu dis, c'est la plus concentrée et je trouve que c'est la meilleure qualité à prendre. Si ce que tu cherches, c'est des protéines, c'est vaut mieux avoir 100% Ouais, protéines voilà. que 80% de ce que tu prends. Ouais. Ok. Et toi? Moi, mon top 3, je pense que je partirais sur le magnésium en top 1, du coup. Parce que c'est plus que juste le sommeil. C'est-à-dire que donc le magnésium aide favorise en tout cas un meilleur sommeil, donc de meilleure qualité et peut-être pourquoi pas de longue durée selon les personnes. Mais quand on dort mieux, on s'entraîne mieux. Quand on s'entraîne mieux, on construit plus de muscles. Donc en tout cas, on va plus vers son objectif avec plus d'intensité. Donc en fait, c'est un tout en un. En tout cas, une chaîne qui fait qu'à la fin, ça se ressent vraiment. En top 2, je pense que je mettrais les oméga 3. Même si les effets se voient pas, entre guillemets. C'est du long terme, voire du très long terme. Et niveau santé, je pense que c'est essentiel. Niveau hormonal, ça aide à tout réguler. Bon, si on n'a pas de problème de base, tant mieux. Mais si au moindre déficit, en tout cas, ça va venir réguler ça. C'est anti-inflammatoire. Donc, si on est sujet aux tendinites, etc., en tout cas régulière, aux douleurs, la prise de poids, l'inflammation est un facteur de prise de poids, donc ça peut aider aussi à réguler le poids. Même si on parle pas de calories dans l'oméga 3, mais ça peut aider à ça. Et ouais, en top 3, je pense que la whey est assez indiquée à cet endroit-là. Je pense que si on a le petit panier global, en tout cas le complément alimentaire pour la personne qui veut se lancer là-dedans, quoi. Ouais. Moi, j'avais juste du coup pour rebondir sur ce top 3, c'est les derniers sujets que je lancerai pour pas que ça dure trop longtemps le podcast. Mais est-ce que vous avez souvent, du coup, t'en as parlé vite fait au début, la fameuse fenêtre pour prendre justement la whey. Moi, du coup, c'est quelque chose de mon côté qu'on me demande souvent quand, par exemple, on vend des compléments alimentaires à la salle ou quoi. La whey, il faut que je la prenne quand, la créatine, il faut que je la prenne quand, etc. Moi, ma réponse que j'ai, et du coup, après, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Je leur dis honnêtement, je m'en fous. Vous n'êtes pas bodybuilder, vous n'avez pas
des objectifs. Enfin, je parle vraiment pour quelqu'un de lambda, entre Lambda, guillemets. ok. Vraiment quelqu'un qui vient à la salle faire son sport, qui a envie vite fait de progresser, mais qui n'a pas non plus un objectif de compétition très précis derrière. Mhm. Cette personne-là, souvent, elle entend sur les réseaux prendre sa whey à tel moment, prendre sa créatine à tel moment, le magnésium, etc. à tel moment. C'est vrai que alors c'est mieux, je pense, mais j'aime bien leur dire, vous n'êtes pas bodybuilder, vous avez aussi votre vie à côté. Le plus important, c'est de les prendre déjà. Et une fois que vous avez eu cette habitude de prendre vos compléments tous les jours, bah là, on pourra peut-être réfléchir à quand est-ce que vous pouvez optimiser tout ça. Je suis carrément d'accord, j'ai à peu près la même réponse. Je pense que le timing va jouer sur peut-être 5 ou 10% de résultats entre le fait de le prendre et le prendre à tel moment. Honnêtement, comme tu dis, c'est pas des bodybuilders, ils n'ont pas de compétition de physique à préparer, ils ont pas... Ouais, en fait, c'est vraiment... les objectifs sont pas du tout les mêmes. Quand on parle de fenêtre anabolique, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire que si tu le prends 4 heures après ton entraînement, tu vas quand même l'assimiler. Mhm. Donc, tu l'assimileras peut-être mieux, en tout cas, il sera utilisé à meilleur escient si tu le prends autour de l'entraînement. Après, voilà, il y a toujours, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Si ta protéine, tu la prends 30 minutes après ton entraînement, est-ce que tu vas vraiment l'assimiler 30 minutes après ton entraînement? Il y a quand même un temps de digestion, un temps, est-ce qu'il vaut mieux le prendre avant, après? En général, moi, je recommande autour. Autour de l'entraînement, Peut-être genre. pas avant. Alors, Si tu fais ta je leur séance, dis, voilà, au niveau de la digestion, ça dépend de vous aussi. Mm. Moi, je sais que ça me dérange pas. Ouais. Enfin, en tout cas, peut-être si je m'enquille un shaker entier, si j'ai des burpees après, oui, peut-être éviter. Mais en tout cas, enfin, Problème des murs. par exemple, la créatine, etc. Je dis autour de l'entraînement, c'est cool. La whey, autour de l'entraînement, si, enfin, selon ta séance, si c'est de la muscu, tu peux le prendre avant, pendant, après, je pense pas que ça dérange trop. Si c'est du cardio, bah, plutôt après, mais plutôt pour une question de digestion. Ouais. Mais au niveau de l'assimilation, je pense qu'autour de l'entraînement, c'est bien. Après, bon, il y a certains compléments alimentaires qui sont spécifiquement à certains moments. Le magnésium, plutôt le soir. C'est pour le sommeil. Ben, j'ai entendu dire qu'apparemment, le bisglycinate, si tu le prends le matin, il a des effets plus sur stress, concentration, Ouais, mais sur ta angoisse, journée. sur ta journée, ouais. Et si tu prends le soir, sur la Plutôt mélatonine. voilà, c'est ça. Ouais, ouais, Mais en tout cas, si c'est une question de sommeil, je dirais plutôt le soir. ouais. Après, voilà, faut regarder vraiment chaque complément alimentaire à sa posologie et à ses recommandations, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des compléments où tu as des heures, enfin des heures, des moments de la journée plus propices au fait qu'ils soient captés par ton organisme. Après, voilà, il y a d'autres compléments où du moment que tu les prends, il n'y a pas forcément de contre-indication à tel ou tel moment de la journée. Ok. Ok, bah, comme ça, c'est un peu clair pour tout le Voilà. monde, je pense. Au moins, ça Ouais. permet de débunk un peu certaines informations. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des questions, en tout cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire ou à venir nous voir directement. Peut-être qu'on fera un épisode 2, on avait parlé des hormones, etc. Peut-être... Juste, j'ai un dernier truc à dire sur ce qu'on oublie aussi un peu, c'est le temps de repos, Ouais. qui est aussi indispensable sur la reconstruction des fibres musculaires. Voilà, les personnes qui commencent aussi sont bourrées de plein de bonne volonté, se mettent au crossfit et font du crossfit tous les jours. Et sur les jours de repos, vont courir, voilà. C'est très important. Normalement, c'est 2 jours de sport, 1 jour de repos. Les recommandations, il me semble. Pour pouvoir, voilà. Mais quand on dit repos, c'est repos. Voilà. Et pour pouvoir reconstruire vraiment à bon escient la fibre musculaire. Et c'est vrai que des fois, on la néglige pas mal. Et du coup, l'hydratation entre en compte, etc. Je dirais même, on peut même prendre aussi en compte la fatigue nerveuse, hein. Ouais. En général, on la sous-estime, on se rend pas compte des fois, on comprend pas pourquoi on a une séance un peu moins, on a Productive. moins de punch, on n'a pas de Ouais. force, cherchez pas, récup nerveuse. Ouais, ça dépend de la journée aussi que tu as Voilà, côté, c'est ça. hein. Ouais. On a tous des vies autres que le sport, le boulot et tout. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui fait un métier de bâtiment ou quoi, quand il arrive le soir, c'est sûr qu'il aura pas un punch. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Bon, ben merci beaucoup, Maud. C'est hyper intéressant, Merci hyper à vous clair. de m'avoir reçu. On voit que tu es passionné par ça, donc c'est cool. Ouais. Nous aussi, donc on s'y retrouve là-dessus. Bah ouais, bientôt une deuxième version du coup de cette. Avec ce grand podcast. plaisir. Peut-être on a plein d'autres sujets à aborder. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve sur un prochain épisode du PFIT Podcast. Merci à tous.